Je vous le disais, cette semaine, il y a eu des retombées planétaires, des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe. Nos dirigeants ont besoin de la presse pour apprendre qu'ils sont écoutés par les services secrets américains, à croire qu'ils ne lisent pas les rapports de nos propres espions ou qu'ils ne croient pas que nous faisons la même chose. Mais là, on a assisté à un grand moment, réunion du Conseil de défense à l'heure du petit déjeuner, déclaration fracassante, convocation de l'ambassadrice des États-Unis, coup de téléphone du président Hollande, pas content, à son homologue Obama, tout tremblant, bienvenue au pays de oui-oui. Finalement, on avait beaucoup d'espoir dans la présidence d'Obama. Et on découvre finalement, et c'est avec un peu de déception, que les choses ont continué comme si de rien n'était. La grande inquiétude que nous devons avoir, c'est qu'il n'y a eu aucune réponse, aucune excuse, aucune mesure prise de la part des Américains pour faire cesser cela. Et les petits chanteurs à la croix de bois, la concurrence internationale et les relations internationales. Donc, mais nous avons aujourd'hui en partage un combat contre le terrorisme. Et il y a des gens qui sont payés, plusieurs centaines de milliers de personnes qui travaillent à la NSA et qui sont payés pour écouter le portable du président de la République. C'est scandaleux. Bombage de torse, roulement de tambour, la France est attaquée, la République est menacée. Alors, du côté du pouvoir, on sort la botte secrète, la recette miracle, l'unité nationale. Tatatan. Ces informations sont très graves. Ces pratiques sont anormales entre États démocratiques alliés de longue date. Nous portons ici, dans un esprit d'unité nationale, l'indignation de la France et des Français et une exigence de vérité et d'explication qui doit venir au plus vite. Vous avez eu peur cette semaine ? Évidemment, c'est Groucho Marx à l'Élysée, c'est une histoire formidable, tout le monde savait depuis des années. C'est la 3e ou 4e fois que Laurent Fabius déclare que c'est tout à fait intolérable qu'être espionné. Il y a l'anecdote de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de Washington à Paris, qui est convoqué en urgence 2e ou 3e fois au Quai d'Orsay. Il se met debout, Laurent Fabius, et il lui dit « Je vous écoute ». Laurent Fabius était « Justement, c'est ça les problèmes !» Et évidemment, on continue, on reste. Et effectivement, il y a un autre côté très bon, c'est qu'apparemment, les espions français sont parmi les 3 ou 4 meilleurs du monde et que nous aussi, on arrive à espionner les mésaventures du président Hollande, sa femme, ses filles, et tout le monde est content. Personne n'en sait rien, mais on connaît tous de tout. Mais alors, comment vous expliquez ce spectacle ? C'est du grand guignol, quand même. Même nous, on savait. Alors, si nous, on savait... Non, mais justement, depuis qu'il a été révélé que les Américains écoutaient le portable d'Angela Merkel, tout le monde savait, dans le Cénacle français, que François Hollande aussi a été écouté. Alors, comment ça se fait que le jour où Mediapart et Libération sortent l'information... Grâce à Wikileaks, ça aussi, on savait. Conseil de défense extraordinaire, convocation de l'ambassadeur, téléphone de François Hollande à Obama, et on envoie une délégation de renseignement français à Washington pour discuter. Moi je crois que le gouvernement français a voulu organiser, scénariser sa réaction, parce que l'opinion est scandalisée d'apprendre que les Américains écoutent les portables privés du président de la République comme si c'était un chef terroriste ou un chef de la mafia, et qu'il fallait absolument donner cette impression qu'on réagit, alors que dans le fond des choses, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une réaction ferme et déterminée, à ce qu'il y ait une tension entre les Américains et les Français, pour la simple raison que les Français ne peuvent pas se permettre le luxe d'une crise avec les Américains. Les intérêts en jeu sont tellement importants que juste un coup de menton à destination du domestique suffirait pour éteindre cette... D'ailleurs, gros silence des Américains. Mais gros silence, ils s'en foutent complètement. C'est ça. Merci, Marouane. Non, mais juste 2 choses. Bon, c'est la réelle politique, les rapports de force entre puissances. Les Français n'avaient pas d'autre choix quand même de dire c'est pas bien, on n'est pas content, parce que sinon c'était encore pire. C'était avaliser le fait que ça se passe. Barack Obama, son portable, vous ne pouvez pas l'écouter. C'est impossible. Barack Obama est obligé d'avoir un portable sécurisé. Il faudrait garder son téléphone portable personnel. Il y avait l'histoire de BlackBerry d'ailleurs quand il a été élu la première fois. Ouais. Aux États-Unis, il veut garder son portable personnel. On lui dit non, tu veux être président des États-Unis, ça se passe comme ça. Voilà. En France, M. Hollande, M. Sarkozy désirent regarder leur portable. Après, il ne faut pas s'étonner. Vous avez un portable Bouygues, Orange, peu importe. Bah oui, n'importe qui peut vous écouter. Il y a un portable sécurisé, on le sait, ne fonctionne que si vous appelez quelqu'un avec un portable sécurisé. Sinon, bon, il y a rien de sécurisé. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Les Français, ils écoutent tout le monde aussi. Parler, discuter avec les chefs d'État africains, que je connais un certain nombre, tous savent qu'ils sont écoutés en permanence. Donc, si vous faites la leçon, il y a un moment, il faut être cohérent.
On le sait, tout le monde sait ça. Moi, je serais vexée. Surtout qu'en plus, tout ça vient quand même de nos amis allemands qui autorisent la NSA à nous écouter, et ça depuis 2004. C'est un accord et c'est signé entre Et les vous ne pays. savez pas s'il y a un accord avec les services secrets français pour écouter les Allemands. Donc, Mais bien sûr qu'il doit y en moi, je serais avoir. vexée. On va Si rigoler j'étais avec, française, je serais vexée du fait que Wikileaks ne révèle pas des affaires d'écoute des services secrets français sur les Américains, sur les Allemands, les Anglais, etc. Quand même, ça devient très vexant, cette affaire. Ces écoutes des présidents de la République, ce n'est pas anodin et ce n'est pas classique. Il ne faut pas l'accepter comme ça parce que ça pourrait préfigurer une opération de chantage à leur égard. Imaginez, Ça a on toujours écoute, existé, Moustapha. mais justement, c'est pour ça Ça a moi toujours j'ai l'impression existé. que tout le monde l'accepte comme une donnée tout à fait normale parce que ce sont les Américains, ils ont les moyens de le faire. Il faut. Oui, dans ce cas-là, vous pouvez faire quelque chose, Ce n'est Mustapha, pas- de façon plutôt discrète, pérenne et sérieuse, plutôt que gesticuler à l'Assemblée nationale Justement, la ou ailleurs. gesticulation, c'est pour empêcher, c'est pour camoufler qu'on ne peut rien faire de pérenne. Si, peut-être on peut résiste. prendre C'est une bonne analyse, On ça. peut prendre des mesures de sécurité. On peut suivre les consignes de sécurité, ce que les politiciens français ne font pas parce qu'ils sont trop latins probablement. Pour cela, je dis ça en latine. Donc, ils sont peut-être trop latins pour ça. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la politique et que la capacité d'intervention de la politique et du politique s'amenuise et s'affaiblit, on veut de plus en plus contrôler. Et c'est cette pêche énorme d'informations, d'ailleurs, on se demande si elles sont bien utiles et bien pratiques, vient de cela. Ça me fait penser à un livre d'un écrivain albanais, Ismail Kadare, qui a écrit Le Palais des Songes, dont le dictateur essayait de deviner, d'avoir des moyens technologiques ou techniques pour étudier les songes, la pensée et les rêves des personnes qui vivaient dans cette dictature. Bientôt, on va en arriver là, si on n'y est déjà pas. Alors, autre sujet, justement, pendant que l'exécutif se battait contre les spies américains, on apprenait discrètement que ce même exécutif avait encore perdu une lourde bataille, toujours la même, cette bataille depuis 3 ans contre le chômage. Plus 16 000 demandeurs d'emploi, 3 550 000 au total, mais ça va s'inverser, et oui, après s'être stabilisé, mais le message, vous allez le voir, n'est pas facile à passer. À la fin de l'année, on constatera, je l'espère, ça va passer par une phase de stabilisation et puis une décrue du nombre de demandeurs d'emploi. Les Français, pour le moment, n'y croient pas. Je les comprends. On leur a tellement dit des choses en leur disant les choses vont s'améliorer. Eh bien, moi, je dis que l'année 2015 va être meilleure avec les dispositifs qu'on a mis en place, avec les politiques de l'emploi qui sont là, avec la formation que nous faisons, avec l'apprentissage. Alors, Juan, vous y Eh croyez bien, à cette la croissance, énième elle est version? partout en Europe, sauf en France et en Italie. C'est-à-dire, les Espagnols, la croissance c'est 2 ou 3%, les Anglais c'est 2 ou 3%, les Allemands un peu moins. Il n'y a que la France et l'Italie qui n'y a pas de croissance. Finalement, il y aura un peu de croissance. Et peut-être c'est très bon. Et peut-être le président Hollande va profiter quelque part de... Mais pour l'instant, c'est timide, ça va pas trop loin et c'est incertain. Est-ce qu'il faut déjà annoncer la fin sortie de la crise pour l'année prochaine? À mon avis, Comme c'est avait risqué. été annoncé l'inversion de la courbe du chômage depuis 2 ans. C'est risqué, mais de partout, le Fonds monétaire international, l'OCDE, la Commission, tout le monde annonce la croissance, sauf s'il y a encore des problèmes graves. Je pense à la Grèce, je pense au prix du pétrole, je pense aux taxis, c'est-à-dire beaucoup de points suspensifs pour une situation qui reste calme, noire et incertaine. Alors, tour de table avant de passer à notre sujet, mais Moustapha. Ces mauvais chiffres de chômage viennent aussi à contre-courant des éléments positifs qu'on a pu connaître le mois dernier. Il y a eu un certain nombre d'instituts qui prédisaient une proche relance économique et donc une baisse possible des chiffres de chômage. Donc ça complique encore davantage le travail du gouvernement, ça complique l'agenda. Et la diffusion du message. Ça complique l'agenda de François Hollande. Et on voit, les pauvres ministres, la difficulté à vendre une mauvaise nouvelle, à enrober une mauvaise nouvelle, à la transformer. Ils parlent de stabilité possible, de stabilité future. Ça, on sent la communication politique souffrir dans tous ces États pour les pauvres ministres qui doivent être dans toutes les radios et les télévisions. Difficile, vous avez tout à fait raison, en cette période, la communication politique. Peut-être qu'un jour, on essaiera de se pencher dessus. Marouane. Après, sur le fond, c'est évidemment un problème qui touche tout le monde. Alors, on parlait de la croissance repart ailleurs, en Espagne notamment, sauf que la France est un des pays d'Europe qui a le moins subi la crise par rapport à l'Espagne, le Portugal.
Donc ces pays ont fait un chemin, l'Angleterre aussi également, qui aujourd'hui leur permet d'espérer autre chose. La France a fait plus le dos rond, a moins subi le contre-coup, mais elle redémarre moins vite. Et beaucoup de pesanteurs qui sont liés au fait aussi qu'il n'y a pas vraiment de visibilité de l'économie française. Donc quand il n'y a pas de visibilité, quand un gouvernement n'est pas toujours très clair sur ce qu'il veut faire en termes économiques, ça n'incite pas les investisseurs et ça n'incite pas l'économie à reprendre. Il y a une certaine confusion qui nous pénalise. Juste avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, le mot... Il y a un petit problème aussi. Aujourd'hui, croissance dans l'économie moderne n'est plus synonyme automatique d'augmentation de l'emploi ou diminution du chômage. Ce qui est arrivé, le micmac qui est arrivé avec les statistiques du chômage les mois précédents, où on a pensé que ça baissait, puis ça a augmenté, puis on a découvert que des gens ne s'étaient pas inscrits, etc. Ça veut dire aussi, ça illustre parfaitement ce qui arrive dans nos pays, c'est les statistiques ne sont pas fiables et ce qui est fiable, c'est ce que les gens ressentent et connaissent autour d'eux et chez eux. Et donc, ça ne veut pas dire que si les statistiques baissent sur le chômage, qu'il y en a moins, loin de là. Donc, tout cela est très, très risqué pour 2017 et pour les ambitions de François Hollande et les œillères roses qu'il a sur les yeux. Juste, là aussi, ça devient un peu ridicule. On se met à observer les chiffres du chômage semaine après semaine, mois après mois. C'est pas comme ça. C'est les tendances qui sont importantes. C'est sur l'année. Alors, mais parce que, comme vous l'avez dit, ça a été aussi vendu comme un indicateur politique important. Ça fonctionne pas comme ça. Et tout le monde sait qu'il y a une saisonnalité aussi du chômage. C'est-à-dire que juin, juillet, août, ça va être encore pire. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, s'exciter chaque semaine ou chaque mois à regarder est-ce que ça baisse, est-ce qu'on a 16 000, 18 000, 32 000, ça sert à rien. On est encore dans la communication politique. On va passer au coup de cœur, coup de gueule. Et c'est Marouane d'ailleurs qui garde la parole. On passe au rouge même. En plein sommet européen à Bruxelles, à la fois sur le cas grec, mais aussi sur la problématique des migrants et de l'immigration clandestine. Coup de gueule pour les dirigeants africains dans leur intégralité qui sont totalement absents de ce débat-là, alors qu'on parle de leurs ressortissants dans leur grande majorité. Mets de côté les Syriens, les Irakiens et quelques autres. La plupart sont de Corne de l'Afrique, d'Afrique de l'Ouest. C'est leur jeunesse qui part, c'est leur jeunesse qui est prête à prendre tous les risques. Quand vous êtes prêt à traverser le Styx méditerranéen et y laisser votre vie, j'imagine que vous êtes prêt à soulever des montagnes chez vous. Et les dirigeants africains donnent l'impression de se débarrasser d'un problème, de ce qu'ils estiment être un problème chez eux, comme on se débarrasse de ses poubelles chez le voisin. Et personnellement, c'est quelque chose que je trouve sidérant. On n'a jamais entendu un chef d'État africain se saisir de cette problématique-là. Les migrants, ce sont des enfants de leur pays. Et des enfants qui ont, encore une fois, qui sont dynamiques, qui ont envie de réussir, qui ont envie de gagner de l'argent. C'est pas du rebut, c'est pas des gens qui sont inutiles. Ce ne soit pas une préoccupation pour eux, c'est quelque chose qui me sidère. Se séparer de l'avenir de son pays. Anna, on reste dans le rouge. Oui, très rapidement, un coup de gueule contre l'expulsion d'un journaliste de Radio France Internationale du Tchad, envoyé spécial Laurent Corot, qui est depuis 5 jours dans le pays. Il dit avoir demandé l'autorisation d'exercer sa profession et que les autorités locales lui avaient dit qu'il pouvait commencer à travailler tout de suite sans attendre le petit badge officiel. Et puis, il a été pris manu militari par 2 types qui, au départ, ne s'étaient même pas identifiés. Il a été giflé, ainsi que des représentants d'ONG. Il a été mis dans un avion. L'ambassadrice de France a été interdite de le voir, mais on est où ? Allez, on change de sujet, on tient du bleu. Oui, moi j'ai un coup de cœur pour l'échange musclé, viril qui a eu lieu entre Christiane Taubira, ministre garde des Sceaux, et Éric Ciotti à l'Assemblée nationale quand il a... Ou la relation amoureuse. Oui, quand il l'a attaqué de manière violente et elle, il a réussi à retourner la salle, à retourner l'attaque en faisant allusion à sa fringante jeunesse qui aurait pu provoquer une contrariété de la part d'Éric Ciotti. Et moi, j'adore les échanges musclés, et j'adore les coups de force comme ça. Et Christiane Taubira a été très bien inspiré parce que ça a complètement changé l'atmosphère de la question et puis ça a fait rire tout le monde. Et puis ça démontre que cette ministre-là possède une intelligence naturelle. Elle a réussi à mettre son charme, sa culture, sa personnalité au service d'un discours politique et il a très très bien réussi. Échange musclé, viril, mais intelligent ou surtout intelligent. Coup de cœur aussi, pour une femme également. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'admiration pour Jeannie Longo. Elle vient de faire 5 à 6 ans. Elle a participé avec beaucoup de panache au 36e, je crois, championnat de France contre la montre. Elle a été qu'un champion de la France pas mal de fois, championne olympique. Et à 5 à 6 ans,
Elle garde une jeunesse formidable. J'ai de l'admiration. Je crois que c'est une petite héroïne pour nous tous et qui devrait être une sorte de modèle pour les beaucoup plus jeunes qui veulent prendre la retraite à 52 ans. Eh bien non, la jeunesse commence peut-être à 60 ans. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous regarder. Excellent week-end et à très vite sur la chaîne Info.